David, je rappelle que vous êtes docteur en biologie cellulaire et moléculaire et qu'avec nous, pour nous, vous faites le point régulièrement sur des gros problèmes de santé publique. Et là, on fait le point sur ce que dit la science à propos des effets du cannabis sur la santé. Et il y a de quoi dire, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi dans ce domaine. Ouais, et en plus, c'est un peu d'actualité, puisque hier, on en a chopé 52 tonnes. C'est ça. Ça prouve quand même qu'il y a de la consommation en Europe. Alors, mais moi, effectivement, aujourd'hui, je vais me limiter sur les effets sur la santé, parce que c'est vrai qu'on entend un peu dire tout et n'importe quoi dans le domaine. Alors d'abord, un mini rappel, le cannabis, c'est une plante, et en tant que drogue, donc on peut la consommer de plusieurs façons, soit sous forme d'herbe, là directement, c'est ce qu'on voit à l'image, mais le plus souvent, c'est quand même sous forme de résine que l'on va mélanger avec du tabac pour faire ce qu'on appelle un joint. Alors la France, c'est l'un des plus gros consommateurs en Europe, on est à la 3e place chez les 15-24 ans, et à l'échelle de la population, c'est à peu près presque 4 millions de personnes qui en consomment au moins une fois par an, donc c'est un vrai phénomène de société. Alors on va commencer par les effets négatifs, parce qu'on a souvent parlé aux grandes dames de tous les spécialistes de drogue douce et de drogue dure. Le cannabis était soi-disant une drogue dure, douce, ouais. Et il ne faut plus utiliser ça. En fait, cette idée de drogue douce, elle tient surtout au fait que la molécule active du cannabis, là, le THC, le tétrahydrocannabinol, c'est vrai qu'elle n'entraîne pas une dépendance physique aussi forte que peut le faire l'héroïne par exemple. Cependant, la dépendance, c'est pas que physique, c'est-à-dire un médecin, quand il fait un diagnostic de dépendance, il va regarder beaucoup de critères, et le fait d'avoir une consommation déraisonnée, de ne plus arriver à s'en passer, d'avoir des symptômes très désagréables quand on arrête, ça peut arriver aussi avec le cannabis, et donc ça c'est classé comme dépendance. Et les études ont montré qu'il y a à peu près 5 à 10% des consommateurs de cannabis qui sont dépendants. Beaucoup. Ce qui est beaucoup. Et là il y a un article très récent dans la revue Addiction là, qui s'est intéressé à l'état général mental des consommateurs dépendants, et cet état mental est très affecté, avec notamment des troubles du sommeil, de l'anxiété, de l'humeur, et parfois même de l'hyperactivité. Alors ces symptômes sont beaucoup plus fréquents chez les personnes dépendantes, mais attention, ils peuvent aussi survenir chez les consommateurs non dépendants. Alors puisqu'il y a une dépendance de ce type, on imagine bien qu'il y a un effet sur le cerveau. Qu'est-ce qu'on sait exactement des effets du cannabis sur le cerveau? Alors, ça c'est vrai que c'est un domaine de recherche très actif, et là très récemment il y a une méta-analyse qui est parue dans PLOS ONE, qui a repris en fait 43 études d'imagerie cérébrale qui ont été faites chez des consommateurs réguliers, aussi bien adolescents que adultes. Alors réguliers, j'entends par là au minimum une fois par semaine, voire plusieurs fois par semaine. Et les résultats montrent qu'effectivement il y a des perturbations dans certaines zones du cerveau. C'est ce qu'on va voir à l'image là. En particulier donc le cortex frontal et temporal là sur le côté, c'est des zones qui sont très importantes pour tout ce qui est raisonnement, mais aussi un petit peu dans le cervelet qui lui est plus impliqué dans tout ce qui est motricité. Et ça, ça va se traduire par des résultats qui sont moins bons lorsqu'on leur fait passer des tests cognitifs, c'est-à-dire par exemple des tests d'attention. Il va y avoir plus de fautes, un temps de réaction plus long, ou même des tests de mémoire, des tests de prise de décision, ou encore des tests de motricité. Donc un cerveau qui est clairement perturbé. Mais faut savoir qu'il y a quand même des points qui font un petit peu débat, en particulier de ce qui touche au quotient intellectuel. L'an dernier, il y avait eu une grande polémique suite à un article paru dans PNAS qui disait que... PNAS pour Proceeding National Academy of machin. Yes, USA. non, c'est of machin, ce serait PNAM. Ah, c'est vrai, PNAS. Machine. Scientifique américaine. Donc cet article. Bref, il disait que si on commence à fumer des joints à l'adolescence, ça provoquait un déclin cognitif qui se poursuivait jusqu'à l'âge adulte, et on pouvait perdre jusqu'à moins 8 points de QI par rapport à des non-consommateurs. Sauf que là, récemment, dans la même revue, là, le mois dernier, PNAS, donc, il y a deux articles qui viennent remettre en cause ça, en disant un peu l'inverse, en disant que les auteurs n'ont finalement pas assez pris compte les changements de statut socio-économique qui peuvent survenir chez chaque personne, ni l'influence de la personnalité. Donc pour l'instant, il faut rester très prudent sur tout ce qui touche au QI et cannabis. Et si on parle de schizophrénie, parce que là aussi le cannabis a été accusé de favoriser soit le déclenchement, soit l'aggravation de troubles schizophréniques. Voilà, alors là, c'est très délicat. Donc il y a une autre méta-analyse qui est parue dans une revue que je ne vais même pas citer, tellement son nom est horrible, qui a tenté de compiler en fait toutes les études sur le sujet. Et il s'avère en fait que chez les patients schizophrènes, effectivement, il y a des anomalies dans certaines zones cérébrales et qu'elles peuvent être aggravées par le cannabis. Cependant, il n'y a aucune preuve que ce soit des altérations qui soient liées au cannabis qui apparaissent avant le début des crises. Donc pour l'instant, il n'est pas possible en fait de faire un lien de cause à effet entre cannabis et schizophrénie. La seule chose qui est montrée, c'est que si le patient est schizophrène et qu'il continue à fumer du cannabis, là ça peut aggraver ses symptômes au cours du temps. Alors, domaine plus récent, parce que c'est sûr que c'est un petit peu un tabou qu'on lève, il y a quand même des effets positifs au cannabis. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose, c'est un domaine plus récent, mais vraiment passionnant, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et puisqu'on parlait de schizophrénie, on va rester dans le domaine. Alors, vous savez que j'ai dit que la molécule active du cannabis était le THC, mais en fait, il y en a plein d'autres, et il y en a une dont on
a découvert les effets récemment, qui s'appelle le cannabidiol, et qui, étonnamment, a des effets opposés à ceux du THC, donc plutôt bénéfiques. Et ce qui fait qu'on commence déjà à l'utiliser, là, on commence les essais cliniques chez l'homme, notamment pour diminuer les symptômes de psychose chez les patients schizophrènes. Et les résultats préliminaires sont assez encourageants, ça semble efficace, même si, bon, il va falloir attendre qu'on atteigne les stades d'essais cliniques phase 3 et juste on précise, ça ne va pas être ni aux mêmes doses et la même façon d'administrer pour que ça ait des effets contraires au premier. C'est un peu. Il ne s'agit pas de faire fumer des gens aux patients. On isole les molécules. Ce dont on parle depuis des années, y compris dans le magazine, c'est les effets antalgiques contre la douleur. Antalgiques, ça, il commence à y avoir presque plus de doute là-dessus. Là pareil, une méta-analyse qui est parue dans une revue allemande cette fois, qui a passé un peu en revue toutes les études sur le sujet, et effectivement c'est pour les douleurs liées à des maladies chroniques comme le sida, les cancers et beaucoup la sclérose en plaques aussi, que ces extraits de cannabis se révèlent le plus efficaces, et il y a même un effet pour ce qui est nausée ou manque d'appétit. Et là c'est pareil, c'est des molécules isolées. Et la molécule la plus prometteuse dans ce domaine, elle est donnée sous forme de spray. Elle est déjà autorisée dans certains pays, ça s'appelle le Sativex, et en France il n'est pas encore autorisé, mais la ministre a demandé à étudier le sujet plus précisément pour faire un peu avancer les choses. Pour l'instant chez nous il n'y a qu'un seul produit qui est accessible, il s'appelle le Marinol. C'est pareil, c'est un espèce de THC synthétique. Alors il n'est pas autorisé officiellement, mais on peut s'en procurer via une procédure exceptionnelle et une autorisation temporaire. Et il faudra vraiment que les choses bougent un peu dans ce domaine, parce que c'est quand même dommage de se passer de molécules intéressantes simplement parce qu'elles sont issues du cannabis. C'est les ATU, les autorisations temporaires d'utilisation. Ouais. Et puis on va encore plus loin avec des molécules qui auraient un effet anti-cancer. Voilà, ça c'est vraiment très très récent. Il y a Nature Review Cancer, cette revue qui a passé en revue un peu toutes les molécules qu'on trouve dans le cannabis, et certaines d'entre elles, de la famille des cannabinoïdes, elles ont la propriété de ralentir la croissance des cellules cancéreuses, voire même de provoquer leur mort. Ça a été démontré dans certains modèles comme le cancer de la prostate, du pancréas ou du rein, et chez la souris aussi. Donc c'est très encourageant, mais là il va falloir attendre que ça passe des stades cellules et in vitro jusqu'à l'homme. Et attention, là encore, je parle bien de molécules purifiées, parce que j'en vois déjà qui commencent à se rouler un joint au nom de la lutte contre le cancer. Pas du tout, et surtout qu'en plus, quand on fume des joints, la plupart du temps c'est mélangé avec du tabac, et là les études ont montré que quand on mélange cannabis et tabac, ça aggrave le risque de cancer de poumon par rapport à fumer du tabac seul. Voilà, donc en conclusion, toutes ces études-là, elles sont vraiment reliées à des molécules isolées purifiées, et pour faire face à des situations médicales précises. Donc en aucun cas ça peut être un argument en faveur de la légalisation du cannabis. La dernière fois, ça n'a rien à voir, vous aviez lancé un appel parce que vous étiez célibataire. Est-ce que vous avez eu des réponses? Ouais. Alors? Et vous n'êtes pas célibataire? Si, je le suis toujours. Il y a des ouvertures? Peut-être. Reste à conclure. Peut-être conclure. On était au courant et nous l'inviterons avec plaisir sur le plateau. Ah, carrément. Ah bah ouais. C'est pas tous les jours qu'on marie des gens ici. Non. Merci, on passe à In Vivo.